Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer la présentation. Donc, vous êtes déjà à peu près une cinquantaine, ce qui est une bonne, pas surprise, mais c'est ce qu'on attendait. On attendait ça, on avait parié ça. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, les petites choses simplement, techniques par rapport au visio, et ça, vous connaissez depuis un an, hélas, maintenant. Donc, pensez bien à couper vos micros, sinon on entend tout ce qui se passe chez vous. Également, je vous le dis, j'enregistre ce soir cette conférence de présentation. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître sur l'écran, si jamais vous prenez la parole et qu'il y a votre visage ou quoi que ce soit, pensez à désactiver la caméra parce qu'ensuite, ce sera rediffusé en replay sur la chaîne YouTube de l'INSPE. Donc ça, c'est des petites choses importantes avant de bien commencer et de bien vous informer, en tout cas du mieux possible par rapport aux informations dont on dispose. Première chose, donc moi je me présente, je suis Emmanuel Gérard, je suis formateur à l'INSPE, donc de l'Académie Versailles, donc sur le site d'Evry. Et je suis donc également directeur des études du M1, donc du Master MFA. Alors, directeur des études, qu'est-ce que c'est? Pour faire rapide, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 années dans le master, le M1 et le M2, et donc c'est une direction du master que je partage avec une collègue donc, pour le M2. Voilà. Donc, mais c'est une direction, mais uniquement sur le site d'Evry, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Alors, je suis accompagné ce soir Tantôt, ils étaient corrects, avec… c'était même ça passait, Ah non, mais j'ai j'aime mis pas puis ça. j'ai 10 minutes. Non, mais attention, j'aime pas attention, ça. Je préfère ton casque. attention. Après, Alors, ensuite, ici, je suis accompagné ce soir par Madame Marc, donc Madame Sandrine Marc, qui peut-être peut prendre la parole ou juste un petit peu montrer qui elle est. Bonjour, donc oui, je suis Sandrine Marc, responsable administrative à l'INSPE site d'Evry et responsable de scolarité. Voilà. Donc, je travaille avec mes collègues secrétaires pédagogiques M1 et M2. Donc voilà, donc Madame Marc est quelqu'un de précieux, vous verrez ça l'an prochain, parce que vous êtes parmi nous l'an prochain. Et donc, c'est quelqu'un qui est toujours là, mais qui règle aussi beaucoup de problèmes et qui pourra aussi vous répondre, notamment sur des questions peut-être sur les candidatures, sur les dossiers d'inscription, etc., etc. Voilà. Alors, première chose, si on donc, désactivez bien vos micros, moi j'insiste là-dessus. Voilà. Alors, première chose, pour être à peu près au clair, certains d'entre vous, j'ai vu dans les noms, sont déjà à la fac ou je les ai en licence, d'autres pas, etc. Pour vous présenter déjà ce que c'est que l'INSPE, très rapidement. Donc l'INSPE, c'est l'Institut national supérieur de pédagogie et d'éducation. C'est ce qui a succédé à l'ESPE. Il y avait l'ESPE juste avant, il y a 2 ans. Voilà. Donc maintenant, c'est l'INSPE. Il y a en gros un INSPE par académie sur le territoire métropolitain et dans les dom-toms aussi. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, sur l'île de France, vous avez l'INSPE de l'Académie de Versailles, l'INSPE de Créteil, l'INSPE de Paris, et après, vous pouvez aussi avoir l'INSPE de Bordeaux, etc., de Grenoble, Toulouse, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une spécificité sur l'INSPE de l'Académie de Versailles, c'est la suivante, c'est qu'en fait, ici, la formation dans les INSPE est opérée par les universités. Voilà. Donc, dans l'Académie de Versailles, qui est la plus grande académie de France, c'est souvent comparé, pour vous donner à peu près une idée de la taille de l'Académie de Versailles, c'est souvent comparé à un pays comme la Belgique. Donc, alors, je n'ai rien contre la Belgique, hein, c'est très bien. Mais ici, c'est pour vous donner aussi, on est un pays, c'est comme si on était un petit pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça explique? Ça explique qu'en fait, que ici, dans l'Académie de Versailles, vous aurez plusieurs sites de formation de l'INSPE. Voilà. Ces sites de formation, vous les trouverez, on va à tout seigneur, tout honneur à nous-mêmes, donc à Évry, donc supporté par l'Université Évry-Val-d'Essonne. Vous allez avoir aussi un site éventuellement donc, à l'Université d'Orsay, donc l'Université de Paris-Sud. L'Université de Paris-Nord, donc à Nanterre, a également un site. Et l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, donc, a également un site de formation. Il y a encore une autre université qui a un site, et là, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est l'Université de Cergy-Pontoise.
Donc, l'université de Cergy-Pontoise présente la particularité d'avoir plusieurs sites INSPE. C'est-à-dire que, je vous les nomme dans l'ordre à peu près, vous avez Antony, vous avez Gennevilliers, Cergy, bien sûr, Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et ici, vous avez aussi un site qui est un site entre guillemets virtuel d'enseignement à distance. Ce qui veut dire que là, bien comprendre qu'en fait, si vous souhaitez éventuellement vous inscrire dans l'INSPE de l'Académie de Versailles, vous avez le choix entre plusieurs sites et plusieurs universités. Mais il n'y aura qu'une seule maquette de formation. C'est la même maquette de formation partout, ce sont les mêmes modalités de stage et tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est valable pour tous les sites de l'INSPE de l'Académie de Versailles. Ça, c'est vraiment un préambule très important à comprendre, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas l'INSPE d'Évry, on est le site d'Évry de l'INSPE de l'Académie de Versailles, voilà, comme il n'y a pas l'INSPE d'Orsay ou quoi que ce soit. Mais l'enseignement, j'insiste, va être le même à Orsay, à Antony, à l'UVSQ, à Nanterre que chez nous. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes profs. Ça va être une première chose. Donc voilà un petit peu justement le début de présentation pour bien comprendre ces éléments-là. Ça va avoir son importance, notamment pour la fin du diaporama que je vais vous proposer. C'est notamment au niveau des candidatures. Après, on va voir que vous pouvez tout à fait candidater éventuellement sur plusieurs sites, plusieurs universités, mais on verra comment ça se passe à ce moment-là. Voilà. Dernière chose, afin qu'on puisse vraiment, que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de cette intervention, notez les questions quoi que ce soit, et je vous propose que vous les posiez et que nous tâchions d'y répondre à la fin donc, de la présentation que je vais effectuer. Voilà. Alors, maintenant, ici, le master, donc le master MEF, donc MEF, métier de l'enseignement et de la formation, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le premier degré. C'est-à-dire que là, ici, nous formons les futurs professeurs des écoles. Professeurs des écoles, c'est ici donc des enseignants qui vont travailler en école maternelle ou élémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être amené à travailler de la petite section maternelle, donc des enfants de 3 ans, jusqu'à des enfants donc de CM2, donc qui, si tout se passe bien pour eux, ont 10-11 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, le cœur de notre formation, c'est ça. Vous préparez et vous formez donc à ce métier de professeur des écoles. On verra ensuite qu'après, pour être professeur des écoles, il ne suffit pas d'avoir un master, il faut également, évidemment, obtenir et être lauréat du concours de recrutement de professeurs des écoles. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Deuxième objectif, justement, c'est ça, c'est vous préparer au concours de recrutement de professeurs des écoles. Voilà. Alors, je dis tout de suite quelque chose, parce que peut-être que ça viendra, et peut-être il y a déjà des configurations pour vous par rapport à ça. Vous pouvez tout à fait suivre la formation du Master MEF 1 et obtenir le Master MEF 1 à l'INSPE de Versailles et passer le concours dans une autre académie. Ce n'est pas engageant. Quand vous vous inscrivez à Évry, vous passez vos 2 années à Évry, vous obtenez votre Master à Évry, mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer donc le concours à Montpellier, Strasbourg ou Lille. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après, on va voir que justement, ça va jouer sur, entre guillemets, les taux de réussite. Voilà. Vous avez plus de chances, soyons clairs, je vous montrerai un tableau, vous avez plus de chances d'avoir le concours à Versailles qu'à Montpellier. Même si Montpellier, c'est très joli, j'adore, mais c'est beaucoup plus difficile. On verra pourquoi. Donc voilà un petit peu déjà ces objectifs. Ensuite, les points essentiels. Si on avait vraiment des points essentiels sur cette formation, il y a déjà un élément primordial à comprendre, c'est qu'à partir de la rentrée de septembre 2021, la formation va changer par rapport à ce qu'elle a été ces 5 ou 6 dernières années. Donc là, il va y avoir donc des nouveautés qui vont être faites. Donc c'est une nouvelle maquette de formation qui va débuter à partir de la rentrée. Et ce sera également un nouveau format de concours. Voilà.
Donc, c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer maintenant pour que vous soyez à peu près au clair, que vous disposiez du maximum d'informations pour ensuite candidater. Donc, la formation, elle est en 2 ans. On est toujours sur ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire qu'on avait également une formation en 2 ans précédemment, sauf que on pouvait très bien ne pas faire la première année. Pourquoi? Parce que le concours était placé à la fin de la première année. Bon. Mais ça, c'est du passé, on n'en parle plus. Donc là, la formation est en 2 ans. Ensuite, vous aurez une formation qui se passera à l'Université d'Evry, d'accord, donc à l'INSPE, et vous aurez également des stages dans les écoles. C'est ça un petit peu donc ce principe-là. C'est une espèce d'alternance. On va voir un petit peu ensuite après que ce mot d'alternance peut aussi avoir d'autres significations. Sur la totalité donc, des semaines donc, de formation, sur les 4 semestres, donc, il y aura 18 semaines de stage en milieu professionnel, c'est-à-dire en établissement, en école. Et là, le grand changement, un des grands changements par rapport aux années antérieures, c'est que le concours, à présent, se situe à la fin du M2, alors que précédemment, il était situé à la fin du M1. Nous verrons justement quelles conséquences ça peut avoir par rapport à ça. Ensuite, dernier point essentiel, ce n'est pas le moindre, c'est-à-dire que si vous avez un emploi assuré à la sortie de l'INSPE, donc professeur des écoles, et bien évidemment, c'est conditionné à la réussite de votre master, donc des 2 années validées, et que vous soyez lauréat du concours, donc dans l'académie dans laquelle vous aurez passé le concours. Parce qu'en fait, l'académie dans laquelle vous passez le concours, c'est l'académie dans laquelle vous allez travailler au moins les premières années. Voilà, ça, c'est important de voir ces écoles. Donc ça, ce sont les points essentiels. Voilà. Après, on va détailler un petit peu tout ça. Là, moi, ce que je me propose de faire, c'est de vous expliquer un petit peu la maquette, que vous ayez quand même une vue d'ensemble un petit peu de la maquette de formation, du système des stages, d'accord, du concours, et ensuite, on parlera aussi donc au niveau des modalités de candidature, donc notamment de la composition du dossier que vous avez à faire et sur quelle plateforme numérique il faudra déposer tout ça. Voilà. Alors, la maquette de formation. Donc, la maquette de formation, on est sur le principe suivant, c'est que vous avez 4 semestres, en sachant que ici, on est sur une rentrée qui est effectuée début septembre. Ça, c'est important, et court jusqu'en fin juin. Voilà. Mais on va voir qu'il y a un avantage. L'année est longue, mais il y a un avantage. Je vous laisse, je fais mon petit teasing, vous attendrez un petit peu pour la suite. Alors, ces 4 modules de formation, donc soit un par semestre. Alors là, c'est les titres, hein, mais je vais vous les défricher un petit peu, je vais vous les traduire parce que ça ne parle pas forcément. Dans un premier temps, en fait, ici, sur un premier semestre, on est ici sur vous présenter un petit peu ce que c'est que le système éducatif. On est aussi sur ce que c'est que le métier d'enseignant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle ici passer de la représentation à la conception. Vous avez tous des représentations du métier d'enseignant, d'instituteurs à l'époque. Maintenant, ce sont des professeurs des écoles, mais c'était des professeurs d'école. Vous avez tous des souvenirs en classe, quoi que ce soit. Certains d'entre vous ont joué à la maîtresse ou au maître avec leur petit frère, leur petite sœur, leur copain ou leur cousin ou leur cousine. Et là, maintenant, il s'agit, vous effectuez un choix. Donc, il s'agit en fait donc, de voir la réalité du métier, la réalité du terrain, la réalité des conditions de travail, la réalité de ce que c'est qu'une classe, quoi que ce soit. Donc, il y a tout un travail qui est fait là-dessus, parce qu'en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est un mot un petit peu technique, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle une progressivité des apprentissages. C'est-à-dire que tout au long de ces 4 semestres, ce que l'on souhaite, c'est que dans un premier temps, donc vous vous appropriez un petit peu mieux, que vous maîtrisiez aussi les contenus à enseigner. Ça va être important. C'est-à-dire que dans ce deuxième semestre, on voit qu'en fait, vous voyez, il y a un tuilage à chaque fois entre les semestres dans les thématiques. Il y a un tuilage, c'est-à-dire que devenir enseignant, passer de la représentation à conception, c'est la fin du premier semestre, mais c'est aussi le début du second, etc. Tout n'est pas cloisonné. Et là, on parle donc de être enseignant, vecteur et médiateur des savoirs. En clair, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que là, ici, ça va être un travail aussi sur la maîtrise des contenus à enseigner. Parce que là, évidemment, on va rentrer dans quelque chose qui est la polyvalence, qui est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. Alors, on ne vous demande pas d'être expert dans tous les domaines, soyons clairs, mais en tout cas, on vous demande d'avoir un bon niveau, en tout cas de maîtriser les contenus que vous devez enseigner. C'est la moindre des choses. Si vous devez enseigner la division, la multiplication, il vaut mieux connaître les tables de multiplication. En même temps, je plaisante, ce n'est pas ça qu'on va vous apprendre à l'INSPE, mais après, si on parle de calculer des proportionnalités, si on parle de ce qu'on appelle d'études de la langue, etc., ça veut dire qu'il va falloir maîtriser tout ce qui va être au niveau grammatical, au niveau orthographique, au niveau lexical, etc. Voilà. Troisième semestre ensuite, là, on voit, donc c'est la dernière phrase qui m'importe, agir comme enseignant dans la communauté éducative. Donc, agir enseignant comme dans la communauté éducative, on va en fait, ici, arriver sur quelque chose où on va, pendant des stages, vous laisser petit à petit, pour certains d'entre vous, il y aura la possibilité d'avoir des classes en responsabilité. On reviendra sur cette possibilité ensuite. Mais en tout cas, là, on va vraiment aller dans la classe. J'en reparlerai au moment des stages. En dernier lieu, ici, donc on reste sur cette thématique-là, mais il faut savoir que le module de formation, donc le dernier, c'est le S4. Le S4, donc c'est s'ouvrir au futur métier, c'est-à-dire aussi voir peut-être d'autres horizons. Peut-être que vous aurez des stages en collège ou dans d'autres situations ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que le semestre 4 sera entre guillemets un petit peu allégé dans la mesure où ce semestre-là, c'est ce que je vous ai dit sur la diapositive précédente, vous aurez le concours. Donc le concours, il sera situé fatalement au semestre 4. Bien évidemment, nous n'avons pas du tout les dates du concours à l'heure actuelle. Ce sera la session donc 2023. Donc là, on n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Mais voilà un petit peu, retenez ça, cette histoire de progressivité, cette histoire de maîtrise des contenus. Après, petit à petit, on va passer aussi à la pédagogie, à la didactique, à la gestion d'une classe et aussi donc à travers des stages, donc voir vraiment la réalité du terrain au plus près. Alors, cette maquette de formation, il faut savoir que les maquettes de formation sont différentes d'un INSPE à l'autre. Si jamais vous souhaitez vous inscrire à Créteil, par exemple, ou dans un autre INSPE, ce ne sera pas la même maquette que sur l'INSPE de l'Académie de Versailles. Soyons très clairs là-dessus. Et je le répète, dans l'INSPE de l'Académie de Versailles, tous les sites appliquent la même maquette. Bon. La spécificité de la maquette de l'INSPE de l'Académie de Versailles est la suivante, c'est qu'en fait, toutes les matières et tous les domaines d'enseignement de l'école primaire donc, font l'objet d'enseignement. Le propre du métier de professeur des écoles, dans la maîtrise des contenus et dans un emploi du temps hebdomadaire, par exemple, c'est que vous avez un ensemble de disciplines, un ensemble de matières assez important. Vous avez les matières qu'on appelle fondamentales, français, maths, mais vous aurez aussi des matières dites de découverte, entre guillemets, donc histoire, géographie, enseignement moral et civique, sciences et technologies, vous aurez musique, vous aurez EPS, vous aurez art plastique, vous aurez langue vivante, vous aurez histoire des arts, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses. Donc, le choix qui a été fait dans notre INSPE, c'est que tous ces enseignements que l'on doit transmettre aux enfants soient repris dans la maquette. Donc, vous aurez des modules sur tous ces éléments-là. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres INSPE. D'autres INSPE, par exemple, choisissent des principes de ce qu'on appelle de majeur-mineur. Ça, je pense que vous connaissez. Donc, en fait, vous avez des INSPE qui vont tenir compte de votre cursus antérieur de formation universitaire et vont se dire, vous avez une licence de sciences de la vie. Bon, à ce moment-là, vous ferez plutôt des cours en histoire géo, etc., mais vous n'aurez plus trop de cours en sciences. Voilà. Donc là, ce n'est pas le choix qu'on a fait, quel que soit le cursus antérieur que vous ayez. Alors, à cela s'ajoutent aussi des modules, ou des EC, comme on voudra, qui vont être des modules, par exemple, de ce qu'on appelle de connaissance du métier. C'est-à-dire que là, on apprendra donc le système éducatif. Vous aurez des modules, par exemple, sur comment gérer sa voix, qui est vraiment un outil de travail excessivement important.
Vous aurez des modules sur ce qu'on appelle des projets artistiques et culturels. Vous aurez aussi des modules, on va y revenir après, de préparation de vos stages, etc. Donc, dans la maquette, qui est très riche, vous avez à la fois des apports disciplinaires, des apports pédagogiques et didactiques, c'est-à-dire comment enseigner auprès des élèves le français, les maths et tout le reste, d'accord. Et vous aurez aussi des EC qui sont des EC, on va dire, plus transversaux ou plus en relation avec le milieu du terrain. Voilà. Par exemple, vous pourrez avoir des EC aussi sur la relation avec les familles, qui est un élément important, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 840 heures sur 2 années. 840 heures sur 2 années, peut-être que ça ne vous parle pas forcément comme ça, mais si on voit tout de suite par rapport à un emploi du temps, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en fait, vous avez cours quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, mais vous avez souvent, ou quasiment tout le temps, au moins 1 ou 2 demi-journées de libéré. Voilà, de libéré de cours. Je préfère dire ça plutôt que libre, parce qu'en fait, souvent, ces 2 demi-journées, on les passe aussi à travailler. Mais on a le droit de faire du sport quand on a le droit d'en faire, ou aller au cinéma quand ils sont ouverts. Mais là, pour l'instant, on est concentré là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un emploi du temps compact sur la semaine. Voilà, c'est un emploi du temps vraiment compact. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez les vacances scolaires. C'est-à-dire que c'est une des spécificités aussi de l'INSPE à Versailles. C'est-à-dire que là, en fait, vous aurez 2 semaines de vacances à Toussaint, à Noël, aux vacances d'hiver, aux vacances de printemps. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans l'université, parce que généralement, il y a 1 semaine seulement à Toussaint, à février et à Pâques. Des fois, même, voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ne nous trompons pas, hein, c'est que vous verrez aussi, c'est que les vacances, il faut aussi se détendre, hein, ça irait, se divertir, mais ça sert aussi évidemment à travailler, notamment quand vous serez en période de stage. Mais voilà un petit peu donc ces éléments-là. Sachez que ce n'est pas des emplois du temps que vous pourrez retrouver éventuellement dans d'autres masters. Ou des fois, dans d'autres masters, vous avez des emplois du temps où vous avez une douzaine d'heures à la semaine ou une quinzaine d'heures. Là, on sera sur quelque chose de plus conséquent. Donc, clair par rapport à ça. Tous les cours ont lieu à Évry. Voilà. Donc, tous les cours ont lieu à Évry, sauf les cours de PS qui peuvent avoir lieu dans un gymnase qui est situé à 10 minutes en voiture, qui est à Aïkieu. Vous aurez donc des EC, donc disciplinaires, connaissance du métier, je le dis. Vous aurez aussi sur ces 2 années un mémoire de recherche à faire. Ce mémoire de recherche, ça en fait, c'est la spécificité d'un master. Dans tous les masters, il y a un mémoire de recherche. Bon, là, il est plus axé sur un domaine professionnel, parce que là, ici, on tend vraiment vers un métier. Alors que vous avez des masters qui peuvent être beaucoup plus larges ou quoi que ce soit. Là, il y a un métier bien précis au bout de ce master. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mémoire de recherche professionnelle, qui prend plus d'importance que précédemment dans la nouvelle maquette et qui va vraiment débuter dès le premier semestre. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui sera mené au fur et à mesure. Et après, c'est aussi pour que vous appropriez un petit peu les travaux de recherche en éducation le plus tôt possible, que vous mettrez peut-être en œuvre ensuite dans les premières années de votre carrière. Voilà un petit peu cet élément important. Il y a 18 semaines de stage. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais ça, évidemment, si on parle de quelque chose de professionnalisant, on est obligé, évidemment, d'aller sur le terrain. Et on verra les modalités du stage. Et vous avez autre chose, un élément important, c'est qu'on a décidé qu'il y ait ce qu'on appelle un enseignement annualisé. Donc, cet enseignement annualisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la conséquence, elle est importante. Il n'y a pas d'examen à la fin des premiers semestres du semestre 1, donc à la fin en décembre du M1 et en décembre du M2. Voilà. Les examens ont lieu à la fin, et après, ça va être un système aussi de contrôle continu ou quoi que ce soit. Ça veut dire que là, l'année, elle est quand même plus fluide, elle n'est pas hachée, il n'y a pas ce stress du milieu d'année coupé par des examens. Chaque semestre, vous aurez dans tous les modules d'enseignement des domaines qui seront récurrents. C'est-à-dire que chaque semestre,
vous aurez du français, des maths et ce que j'ai appelé connaissance du métier. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas étagé. C'est pas on va se dire, tiens, on va faire français au premier semestre, maths au second semestre, au semestre en chose. Non. Tous les semestres, vous avez ça. Donc ça, c'est important. Ensuite, ici, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que l'identité du professeur à les écoles, c'est la polyvalence. Donc ça, cette polyvalence, cette pédagogie, donc elle se retrouve aussi dans chacun des semestres, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que quand vous aurez un module de français, c'est un module dans lequel on pourra éventuellement parler contenu, mais aussi on pourra éventuellement parler pédagogie. C'est ça qui est vraiment très important à comprendre. La recherche, je viens d'en parler. Il y aura des modules, des cours à chaque fois sur la recherche dans chacun des semestres. Et ça, on vous l'expliquera plus sous la réunion d'accueil des M1 en début d'année prochaine. Mais donc, il y a à peu près 10% du volume horaire. Qu'est-ce que ça veut dire 10% du volume horaire? 10% de 840, donc ça fait 84, on va dire, à peu près 80 heures, réparties sur les 4 semestres, qui sont propres au site d'Evry. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place par rapport à ça, mais c'est une espèce de toute petite autonomie par rapport aux autres sites de formation. Voilà. Donc là, ça peut un petit peu différer par rapport à ça. Alors, maintenant, ça, c'était la partie formation. Il va aussi y avoir la partie stage. La partie stage, c'est aussi une partie formation, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, excusez-moi. Donc, les stages. Il va y avoir 18 semaines de stage sur les 2 années. C'est ça qui se passe. Les stages, pour l'instant, ici, c'est quelque chose qui est en négociation avec le rectorat d'Académie de Versailles, ce qu'on appelle l'employeur. Vous allez aller dans des classes donc, du service public. D'accord? Qu'on soit bien clair. Donc, ce sont des classes de l'école publique. Ce n'est pas vous qui choisissez les stages ou qui avez à trouver les stages, c'est l'employeur. Donc là, ça va être le rectorat, d'accord? Ou ce qu'on appelle la DSEN, ou l'inspection académique de l'Essonne, si vous voulez. Donc, il va nous proposer ce qu'on appelle des classes d'accueil. Ces stages vont avoir en fait ici plusieurs modalités. Alors, ici, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y aura la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, et en fonction du nombre de postes que l'on aura, c'est des éléments que l'on attend de la part du rectorat, il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire des stages en responsabilité. D'accord? Maintenant, les modalités, quelles sont-elles d'un stage? Vous avez 3 modalités. L'observation, la pratique accompagnée, d'accord? C'est-à-dire que l'observation, vous êtes dans la classe, au début, c'est ce que vous allez faire. Les premiers stages, c'est ce que vous allez faire. Vous allez observer la classe, regarder comment ça fonctionne, regarder les outils du professeur, les ressources utilisées par l'enseignant, le matériel utilisé, les manuels, les différentes salles de la classe, l'école, etc. Donc là, vous allez découvrir vraiment ici, ou redécouvrir. C'est-à-dire que ça va être un petit peu retour vers le futur si vous n'êtes pas allé évidemment dans une école depuis votre CM2. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu émouvant et très attendu pour les premiers stages. Ensuite, une autre modalité, c'est la pratique accompagnée. La pratique accompagnée, c'est-à-dire que les stages, vous êtes accueillis par un enseignant expérimenté. Cet enseignant expérimenté, au bout d'un moment, avec lui, vous allez pouvoir construire des séances. On n'improvise pas une séance. Évidemment, il y a une préparation écrite. On va gérer le temps. On va savoir quels objectifs je veux atteindre dans cette séance. On va voir quel point du programme je veux aborder dans cette séance, etc. Donc, il y a tout un travail donc, de préparation. Donc, ça, vous le ferez éventuellement donc, avec l'enseignant, ou peut-être, dans un premier temps, il vous donnera une fiche toute faite et vous, ce sera à vous de vous l'approprier, mais de mener la classe à l'aide de cette fiche de préparation, etc. Bon. Mais ici, quand vous prendrez la classe ou quoi que ce soit, en pratique accompagnée, vous avez toujours l'enseignant, le maître d'accueil qui sera là. Il sera là pour pallier tout problème qui pourra se poser, déjà, première chose, mais il sera là éventuellement aussi pour vous former, vous critiquer positivement ou alors voir ce qu'il y a à améliorer ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans une espèce de tutorat qui s'accompagne comme ça tout au long. Donc, il y aura une possibilité
donc de faire 18 semaines de stage, soit en observation et en pratique accompagnée. Alors, je vous rassure, hein, si c'est cette option, donc 18 semaines d'observation et en pratique accompagnée, il n'y aura pas 18 semaines d'observation. Hein, il y aura beaucoup de pratiques accompagnées, parce que, évidemment, l'observation, quand on arrive à la fin de la deuxième année, c'est peut-être un peu terminé. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 18 semaines, c'est un nombre important. Et notre volonté, c'est que vous puissiez voir ce qu'on appelle les 3 cycles de l'école élémentaire. C'est-à-dire que vous voyez le cycle 1, la maternelle, le cycle 2, donc CP, CE1, CE2, le cycle 3, CM1, CM2 et 6e. Voilà. Donc, c'est ça aussi, pour ça qu'il y a beaucoup de semaines. Ça vous permet d'avoir un panorama le plus complet possible donc, de ce qu'on peut faire et du public que vous pouvez rencontrer. Voilà. Alors, il y aura aussi donc, de la possibilité donc, de faire des stages en responsabilité. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura des contrats offerts aux étudiants, d'accord, qui le souhaitent. Donc, et cela, au lieu donc de faire 18 semaines observation et pratique accompagnée, feront 6 semaines observation et pratique accompagnée et 12 semaines en responsabilité. Voilà. Alors, ces 12 semaines en responsabilité, comme vous le voyez, là, elles sont déjà fléchées au S2 et au S3. Alors, je voudrais juste bien préciser ce que c'est. 12 semaines en responsabilité, ça veut dire que vous êtes tout seul dans la classe. Là. Alors, évidemment, c'est parfait pour votre métier, quoi que ce soit, hein, mais il faut bien comprendre ça, c'est que vous êtes tout seul dans la classe, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez les fiches, c'est vous qui organisez vos photocopies, qui allez donc régler tous les problèmes administratifs, etc. C'est exactement comme si vous êtes enseignant. Voilà. Donc, vous êtes à 100% dans la classe, toute la semaine, tous les jours, en tout cas où il y aura stage, et vous devrez évidemment corriger les cahiers, recevoir les parents, assister aux réunions des enseignants s'il y a lieu ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est une responsabilité, c'est aussi bien évidemment un moyen d'apprendre le métier, mais c'est donc une possibilité offerte. Je vais être cash avec vous. Pour l'instant, nous n'avons pas de la part du rectorat le nombre d'étudiants contractuels que l'on a. Alors, il y aura un nombre important, hein, qu'on soit bien clair, il y aura un nombre important de contrats. Ça, c'est clair par rapport à ça, mais je n'ai pas le chiffre actuellement, nous n'avons pas le chiffre. Alors, ça serait malhonnête de ma part de vous avancer un chiffre ou de vous dire que vous aurez tous la possibilité de le faire, etc. Donc, voilà où on en est. Bien évidemment, dès qu'on a les informations, on pourra vous les communiquer. Et en tout cas, voilà cet élément-là. Mais dans les deux cas, c'est de la formation. Dans les deux cas, c'est le même master, c'est les mêmes choses. Qu'on soit bien clair par rapport à ça. Il faut être clair, il y a un peu plus de travail quand on sera en responsabilité. Ça, il faut pas le dénier. Mais après, qui dit responsabilité, dit contrat, dit rémunération. Voilà. C'est-à-dire que vous aurez ici, lors de ces stages, lors de tous les stages, j'insiste, hein, vous aurez ce qu'on appelle un tutorat mixte, donc un maître de stage et un tuteur donc, de l'INSPE. Voilà. Après, les conseillers pédagogiques et directeurs d'école peuvent être aussi cités, donc ça, on verra ça plus tard. Alors, pour ceux qui choisiraient donc d'être étudiants contractuels, ce sera un contrat sur 12 mois qui est rémunéré, comme c'est inscrit ici, 865 € brut, d'accord, et qui est compatible avec l'attribution d'une bourse. Là, le contrat, à l'heure actuelle, ce qu'il est décidé de faire, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que cette responsabilité, elle va s'opérer sur S2, S3. Donc, ici, le contrat, ici, dans les calendriers, les simulations de calendrier que nous sommes en train de faire actuellement, donc débuterait donc en mars 2022 et s'achèverait en mars 2023. Voilà, je vais vous expliquer ça avec un petit schéma un petit peu plus tard. Pour ces stages, observation, pratique accompagnée et responsabilité, donc pour toutes les modalités, pour tous les étudiants, sont prévus donc des modules de formation donc, pour justement préparer ces stages, pour les exploiter et pour les analyser. Ça, évidemment, c'est un moment qui va être très, très important, parce
que c'est un moment qui va vous permettre, par exemple, vous allez à l'INSPE, donc dans les différentes disciplines, préparer peut-être des séances que vous allez ensuite tester dans les classes. Ensuite, après, il va y avoir un retour, évidemment, à l'INSPE ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de déconnexion entre ce que vous apprenez à l'INSPE et les stages. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour permanent. Il y a vraiment des passerelles sans arrêt et dans les deux sens entre formation à l'INSPE et les stages. Voilà. Alors, là, ici, je vous présente quelque chose qui est totalement prévisionnel. J'insiste là-dessus, il n'y a rien du tout de contractuel par rapport à ça, tout simplement parce que ici, je vais vous expliquer ce joli diagramme avec ces belles couleurs, parce que ici, l'illustration que je vous propose prend appui sur le fait que les stages seraient des stages massés. Stage massé, ça veut dire qu'en fait, vous avez 2 ou 3 semaines consécutives. D'accord? À l'opposé des stages filés, les stages filés, ça serait des stages où vous avez une ou deux journées une journée et demie par semaine, mais toutes les semaines de l'année. Voilà. Donc là, ici, l'exemple, et j'insiste énormément là-dessus, c'est un exemple. Donc, ça serait pour des stages massés. Peut-être qu'il y aura des stages filés. Pour l'instant, c'est en discussion. Donc, vous voyez qu'en fait, en vert, c'est les cours. Si je prends donc la rentrée, vous avez à peu près 7 semaines de cours à l'INSPE jusqu'en octobre. Le blanc, c'est les vacances. Tout de suite après, 2 semaines, il serait prévu 2 semaines en observation et pratique accompagnée en novembre, suivi de cours, suivi ensuite de 2 semaines en pratique accompagnée ou quoi que ce soit, suivi de cours, etc. Et après, à partir de mars 2022, c'est ce que je vous ai expliqué, pour ceux qui auront choisi de faire des stages en responsabilité, bon, vous aurez donc un contrat, et vous voyez que le contrat courra jusqu'à mars 2023. Les stages, bien, il y aura des stages en responsabilité pour ceux qui auront choisi ça, et les autres, donc vous aurez un stage donc, en observation et pratique accompagnée. Donc, ils seront calés a priori, là c'est un peu technique, mais après, a priori, sera calé sur la lune. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura une organisation filée qui changera évidemment le diagramme que l'on a par rapport à ici. En toute fin de formation, donc là, pour l'instant, je n'ai évidemment, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je n'ai aucune information sur les dates du CRTE, donc du concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc là, pour l'instant, dans un calendrier prévisionnel, on a mis ces éléments-là à la fin. Voilà. Donc là, vous voyez, là, l'idée, c'est que vous compreniez bien l'aller-retour qu'il y a à chaque fois entre formation, stage, formation, stage. Alors, si c'est un stage filé, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez une journée ou une journée et demie stage filé, vous pourriez très bien, par exemple, être en stage filé tous les lundis et avoir cours à la fac mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et ça, récurrent sur toute l'année. On attend des nouvelles, on va voir tout ça. Alors, maintenant, le concours. Je vois que le temps passe, je ne veux pas non plus, je vais vous laisser quand même des questions. Le concours, je le présente rapidement, ça sont des choses qui seront représentées de façon à la réunion d'accueil. Sachez que vous avez, comme dans tout concours, des épreuves d'admissibilité, donc 3 épreuves écrites. Donc, des épreuves français-maths qui sont uniquement disciplinaires, c'est-à-dire que là, on est uniquement sur le contenu, sur vos savoirs. Et vous avez aussi une épreuve écrite qui est appelée d'application, où là, vous aurez le choix. Vous aurez à choisir entre sciences et technologies, ou histoire, géographie, EMC, ou art. En sachant que dans art, en fait, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais vous avez, ça comprend art plastique, musique et histoire des arts. Voilà, donc là, c'est une des 3 composantes que vous avez. Et l'épreuve d'application diffère de l'épreuve disciplinaire dans la mesure où l'épreuve d'application, en fait, elle vise à vérifier vos savoirs, donc la maîtrise des contenus, mais aussi, il y aura des questions de pédagogie, ce qui n'est pas le cas dans les 2 épreuves précédentes de français et maths. On y reviendra peut-être aux questions, mais là, pour l'instant, je pense que ce n'est pas forcément la priorité pour l'instant. Ensuite, vous aurez 2 épreuves d'admission donc, qui vont être sur le mode oral. Dans cette épreuve d'admission, on retrouve français-maths. Vous le notez avec un énorme coefficient de 4. Là, en fait, on vous demandera dans un temps donné, 2 heures, vous aurez,
vous aurez à préparer une séance de français et une séance de maths que vous exposerez pendant 30 minutes devant un jury. Voilà. Donc ça, on en reparlera. Et voilà un petit peu donc, ces choses-là. Donc là, on est vraiment ici dans la pédagogie et dans la didactique et dans la transmission du savoir avec les élèves. Important de connaître ces éléments. Deuxième épreuve, c'est une épreuve d'entretien qui est elle-même scindée en deux parties. Donc, vous voyez qu'il y a une partie qui dure 30 minutes, qui est de l'EPS, mais qui intègre aussi la connaissance scientifique du développement et de la connaissance de l'enfant. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui va être la connaissance psychologique, le développement psychologique, le développement moteur et cognitif de l'enfant. C'est ça. La deuxième partie de l'épreuve d'entretien, on est ici sur les motivations du candidat. Vous allez exposer pourquoi vous voulez faire ce métier. Ça ressemble, soyons clairs, ça ressemble un petit peu à un entretien d'embauche, hein, même si on n'a pas du tout d'expérience là-dessus, évidemment, parce que le concours n'a pas encore eu lieu. Et ensuite, donc, voir un petit peu comment vous vous projetez dans le métier que vous avez choisi de faire. Il y a une épreuve facultative. L'épreuve facultative est une épreuve de langue vivante étrangère. Vous avez le choix entre simplement 4 langues, anglais, espagnol, italien, allemand. Et dans cette épreuve-là, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Voilà. Ça peut bien évidemment avoir son importance dans le cadre d'un concours. Ça, évidemment, des fois, ça se joue à 1, 2, 3, 4 points. Et ça peut être justement ces points donc, de l'épreuve facultative. Voilà. Donc, il y aura, hein, pour revenir là-dessus, dans la maquette, il est prévu donc des heures d'anglais de mémoire. Je crois qu'il y a une trentaine d'heures d'anglais donc sur les deux années. Voilà. Alors, le concours. Ici, alors je ne sais pas si vous voyez correctement, je vous ai mis ici donc les statistiques du concours de l'an dernier. En sachant que le concours de l'an dernier, suite à la pandémie, avait été tronqué des épreuves d'admission. Donc, il n'y avait eu que 2 épreuves écrites pour savoir si vous étiez lauréat ou pas. Mais ce que je voudrais simplement ici vous montrer, c'est justement le taux de réussite, en tout cas, dans les différentes académies. Mais le taux de réussite, il faut comprendre qu'il est lié au nombre de postes qui sont offerts. Donc, la première colonne va être importante. Vous voyez qu'à Versailles, Créteil, donc ce sont 2 académies dans lesquelles il y a énormément de recrutement parce qu'il y a énormément de population, il y a énormément d'écoles. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de candidats qui se présentent. Mais la troisième colonne est très importante. On s'aperçoit qu'en fait, entre le nombre de présents effectivement aux épreuves écrites et le nombre d'inscrits, il y a un delta incroyable. Un delta absolument incroyable. Donc, le dernier chiffre, le chiffre de la dernière colonne, correspond en fait au ratio entre les admis au concours et les présents. Voilà. Donc là, 81% à peu près, ça correspond donc à 1472 sur 1820. Donc, sachant ça, vous voyez que donc il y a évidemment des académies où il y a pas beaucoup de postes, hein, c'est sûr. Par exemple, à Limoges, vous voyez qu'il y en a 86. Donc, évidemment, ce n'est pas énorme quoi que ce soit. Et vous avez 20% des chances. Donc, là, c'est aussi des stratégies. C'est-à-dire que si jamais vous passez le concours ailleurs, il faut savoir que, évidemment, vous pouvez avoir moins de chances justement par ce jeu du nombre de postes que l'on a. Ça, je laisse ça pour des questions qui viendront peut-être. Alors, pourquoi s'inscrire à Evry? Évidemment, moi, je suis là pour vous informer, mais je suis aussi là pour vous faire de la pub pour notre belle INSPE, notre beau site. Et donc, là, qu'est-ce qu'il y a? Sur les 3 dernières années, il y a 84% de réussite au M1. Voilà. Donc, on est un petit peu au-dessus des autres sites. Mais donc là, c'est déjà quand même assez important comme taux de réussite. Au concours de l'Académie de Versailles, même chose. Donc, sur les 3 dernières années, il y a 87% de réussite de nos étudiants sur le site d'Evry. Donc là, on est au-dessus de la moyenne académique, vous voyez, qui était à 80% quoi que ce soit. Et les années précédentes, elles étaient à moins de 80%. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément important. Alors, bon, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est une université, bien sûr, renommée. Il se passe pas mal de choses. Il y a un campus important. Il y a beaucoup d'associations étudiantes, d'animations, quoi que ce soit.
Pour ceux qui ne sont pas motorisés, bah, vous avez un réseau de transport qui est assez important, donc, avec le RER-D, tous les bus, donc Intra, Essonne ou quoi que ce soit, et bientôt vous aurez le tramway qui est en chantier actuellement et qui met un peu le bazar sur la ville. Si vous avez la chance d'être motorisé, il y a un parking réservé aux étudiants qui est payant. Et si jamais vous venez de province, ou en tout cas un peu plus loin, vous avez nécessité de vous loger, sachez qu'il y a donc 5 résidences universitaires et 2 restaurants universitaires, donc à proximité vraiment de l'INSPE. En dernier lieu, c'est un département dans lequel vous avez beaucoup de postes à pourvoir au concours, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Alors, pour les candidatures. Ici, il va y avoir 2 sessions. Il y en aura une troisième fin août, mais en tout cas, c'est les 2 premières qui sont les plus importantes. Donc, date de la première session, mardi prochain, 6 avril au 17 mai. Et ensuite, deuxième session, 14 juin, 25. Vous avez ici une candidature qui se fait uniquement de manière numérique. Pas de dossier papier ou quoi que ce soit. Donc, l'adresse est la suivante. Donc, vous pouvez retrouver sur le site donc, de l'UEVE ou que vous pouvez noter ici, vous l'avez là. Voilà. Donc, c'est une plateforme qu'on appelle e-candidat. Voilà. Dans les pièces que vous aurez à fournir obligatoirement, il va y avoir une lettre de motivation originale et manuscrite. Qu'est-ce que ça veut dire de motivation originale? Originale, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez recopier comme une lettre type que vous aurez retrouvée sur Internet. Je le dis régulièrement, nous les connaissons par cœur, ces lettres types. D'accord? Donc ça, on voit tout de suite dès les 2 premières phrases si c'est une lettre qui a été prise sur Internet ou si c'est quelqu'un justement qui a fait ça. Et manuscrite, bah, simplement, il faut aussi voir un petit peu la qualité de votre écriture et évidemment voir au moins le soin que vous apportez à votre lettre de motivation. Un CV détaillé, d'accord. Ensuite, le relevé de notes du bac. Ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet de voir un petit peu votre niveau général, notamment en français et en maths. Le relevé de notes de tous les semestres que vous avez fait à l'université et dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que si vous avez fait un BTS, et ensuite après vous avez fait une licence, quoi que ce soit, ben on veut les notes du BTS, on veut les notes de la licence, etc. Voilà. Alors là, bien évidemment, là, vous ne serez absolument pas en mesure de donner comment dirais-je, les relevés de notes du S6. Ça, évidemment, la candidature, si jamais elle reçoit un avis favorable, l'inscription est soumise de condition sine qua non à l'obtention de votre licence. D'accord? Si vous n'avez pas l'intégralité de votre licence, mais que vous avez quand même eu un avis favorable, vous ne pouvez pas vous inscrire en master. Voilà. Ce qui est aussi bien, c'est tous les documents qui peuvent nous prouver une expérience auprès d'enfants ou d'élèves, les colonies de vacances, les centres aérés, les aides aux devoirs, l'étude, voire le babysitting, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important pour nous de voir ça. Et aussi, vous aurez à disposition une feuille avec la hiérarchie des vœux pour le master MEF1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai expliqué en début ici de conférence que vous pouvez vous inscrire sur plusieurs universités. Mais nous, on a besoin de le savoir. On a besoin de savoir. C'est-à-dire que, je prends un exemple très clair, vous voulez vous inscrire, vous faites une demande pour Orsay, Créteil, Évry. Ici, dans la feuille de la hiérarchie de vœux que vous allez nous transmettre, on voudra que vous nous disiez, Évry, vous le placez où? Est-ce que vous voulez en 1 Évry, en 2 Orsay, en 3 Créteil, etc. Ça, c'est vraiment un élément très important. Voilà. Alors, ensuite, c'est la dernière diapo. Après, je vous laisse la parole pour les questions en tout genre par rapport à ça. Sur la procédure, ici, sur e-candidat, donc l'adresse que je vous ai donnée précédemment, il y a une création de compte. D'accord? Ça, c'est classique. Ensuite, vous aurez à déposer les documents demandés. Bien évidemment, ces documents seront sous forme numérique. Après, bon, si c'est sous PDF, c'est mieux ou quoi que ce soit. Mais vous verrez toutes les demandes qui sont faites, où Madame Marc y répondra juste après que j'ai terminé. Ensuite, le dossier sera étudié pour voir s'il est complet. Donc, vous aurez un message comme quoi on a bien reçu votre dossier et comme quoi il est complet. Si toutefois il est incomplet, on vous le signale et on vous signale les pièces manquantes. Ensuite, il y aura, une fois que les dossiers seront complets et validés, une étude des dossiers par une commission d'enseignants au fil de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire au fil de l'eau? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils arrivent.
Voilà. C'est-à-dire que on ne va pas attendre le 17 mai, donc la dernière date de la première session, pour commencer à consulter les dossiers. Vous attendez aussi rapidement des réponses. Donc ça, ce sera fait au fil de l'eau. Donc vous aurez des réponses très rapidement. Alors je ne peux pas m'engager pour une semaine ou 10 jours, mais on va essayer à ce que ce soit, je dis bien essayer, à ce que ce soit sous maximum une dizaine de jours. Voilà. Entre le moment où le dossier est complet ou quoi que ce soit, etc. Ensuite, une fois que le dossier a été étudié, vous allez recevoir par mail un avis de la commission qui vous dit c'est favorable ou c'est défavorable. Voilà. Vous aurez à partir de la réception de ce mail 7 jours pour accepter la décision dans le cas où celle-ci est favorable. Voilà. Si vous faites ça, c'est un engagement de votre part pour venir intégrer le site d'Evry. Ça veut dire que nous, on compte sur vous et en fait, donc, ça fait qu'il reste une place en moins pour les autres. Donc ça va avoir vraiment son importance pour la suite des choses. Donc là, c'est aussi ces choses-là. Alors, bien évidemment, vous pouvez candidater sur plusieurs sites ou plusieurs universités et avoir plusieurs avis favorables. D'accord? Si jamais, je reprends mon exemple, vous êtes inscrit à Orsay, Créteil, Évry. Si jamais vous recevez une réponse favorable d'Evry, vous recevez une réponse favorable d'Orsay et vous préférez aller à Orsay, d'accord? Il faut absolument que vous nous signaliez, nous à Evry, en disant OK, bon bah là, je vais à Orsay et donc je retire en fait ma candidature de chez vous. Ça, c'est très très important pour vous. Voilà. Ensuite, une fois que tout ça sera bon, on arrivera vraiment dans la dernière ligne droite. Vous aurez la réception d'un lien pour une inscription administrative qui se fera en ligne. Et là, c'est à ce moment-là que vous paierez les droits de scolarité. Donc là, les tarifs qui sont donnés ici, ce sont les tarifs de l'an dernier. Mais le ministre de l'enseignement supérieur, la ministre de l'enseignement supérieur avait fait une annonce comme quoi les droits d'inscription seraient gelés l'an prochain. Donc, c'est pour vous donner à peu près une indication. Et ensuite, donc, réception de la carte de candidat d'étudiant et des certificats de scolarité par la poste. Et les cours, je vous l'ai dit, on est peu ou prou sur le calendrier scolaire. Donc, ça commence dès, je crois que c'est un jeudi, le jeudi de septembre. En sachant qu'il y aura des réunions d'accueil qui se feront, alors le calendrier n'est pas encore établi, qui se feront vraisemblablement la veille ou l'avant-veille. Voilà un petit peu ces choses. Alors, pour terminer, juste des sites importants pour vous. Donc ça, je vous les laisse éventuellement les noter. Donc le site de l'INSPE de l'Académie de Versailles, le site donc de l'Université d'Evry, un site qui est très important qui s'appelle devenirenseignant.gouv.fr où vous avez vraiment toutes les procédures, tout un tas d'informations sur le métier d'enseignant, sur les INSPE ou quoi que ce soit. Donc ça, je vous le recommande très fortement, celui-ci. Et aussi, évidemment, donc, le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, voilà, INSPE Académie Versailles, UEVE, devenir enseignant et ministère de l'Éducation nationale. En dernier lieu, il y a une adresse donc, à laquelle nous vous invitons à poser toutes les questions que vous auriez ou quoi que ce soit, que vous n'avez pas forcément posé ce soir ou que vous auriez oublié, ou des compléments d'information. Donc là, cette adresse-là est vraiment excessivement importante. Donc c'est master-mef@uni-evry.fr. Et donc ça, c'est en fait c'est Madame Marc qui gère cette adresse-là. Et donc ensuite, qui redispatche, qui redirige donc les mails en fonction donc, des demandes qui sont faites et en fonction donc des personnes donc, qui pourront vous renseigner. Voilà un petit peu donc tous les éléments que je voulais voir avec vous ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenant vous prenez la parole. S'il y a des questions quoi que ce soit, vous ouvrez votre micro et je tâcherai d'y répondre ou Madame Marc tâchera d'y répondre. La parole est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question
sur les pièces du dossier, vous demandez les relevés de notes, tous ceux qu'on a eus. Quand on a des années, on n'en a pas eu parce que je me suis réorientée, donc je n'ai pas fait mes examens 2 années consécutives. Donc, vous voulez une petite note pour expliquer où est-ce que j'étais partie pendant ce temps-là, ou vous acceptez un dossier ou... Non, il faut bien comprendre qu'on ne vous connaît pas. Donc, il faut qu'on ait toutes les informations. Donc, si par exemple, c'est-à-dire que, juste pour comprendre hein, votre situation, par exemple, vous avez fait une licence, et pendant 2 ans, vous avez fait autre chose, là, ou quoi? En fait, j'ai commencé une année de droit, je l'ai finie. Enfin, je savais déjà que c'était pas pour moi. Donc, la deuxième, je l'ai commencée, mais je me suis dit, je vais pas rester, je veux pas. Et le temps de trouver où je voulais aller, ça faisait 2 ans. D'accord. Bon, oui, enfin, vous n'êtes pas la seule non plus. Hein. Donc, c'est pas. Mais oui, mais c'est éclairant pour nous. C'est important. D'accord, donc une note, un Word qui explique un peu non officiel, ça vous suffira? Ben oui, mais vous n'avez rien sur ces années-là, par exemple? C'est pas grave. Ah, qu'est-ce que vous avez fait après comme étude? Là, actuellement, je suis en licence de sciences de l'éducation, 3e année. D'accord, ok. Donc, mais vous avez commencé la L1 en sciences de l'éducation aussi? Oui, j'ai recommencé à 0. Oui, c'est pour ça, parce que des fois, licence de l'éducation, c'est quelque chose qu'on peut rattraper en 3e année en ayant fait 2 années ailleurs ou quoi que ce soit. Non, bah oui, mais là, dans votre cas, sur une licence d'éducation, mettez-nous juste uniquement les trois années de sciences de l'éducation, ça suffira. Merci beaucoup. Vous l'avez fait où, votre licence de sciences de l'éducation? À Nanterre? À Nanterre, d'accord. Ok. Et là, vous seriez plutôt intéressé par Ivry ou par Nanterre? Géographiquement, plutôt Nanterre, mais voilà, vous avez bien vendu Évry, donc je considère le mettre aussi. Alors, juste, il y a une chose importante que je ne vous ai pas dite et tout, c'est que j'ai 150 places, moi, Ivry. Voilà. C'est le site de l'Académie de Versailles sur lequel il y a le plus de places. Voilà. Si je dois terminer de me vendre, c'est ça. Nanterre, de mémoire, il y a beaucoup moins de places. Orsay, par exemple, il y a 60 places. UBSQ, il y a 60 places. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, peut-être si jamais vous avez des choix à faire. Alors, y a-t-il d'autres personnes? Je vais peut-être faire la voix, il y a des messages dans la discussion. Les pièces doivent être compressées en un seul PDF. Et quand est-ce qu'on aura la feuille pour la hiérarchie des vœux? Alors, un instant. Alors, attendez, parce que bon, Sandrine, est-ce que tu peux répondre sur la feuille, sur la hiérarchie des vœux, s'il te plaît? Alors, la feuille, en fait, vous allez la trouver quand vous allez vous connecter sur e-candidat. Donc, il faudra l'imprimer, la remplir, la scanner, la remettre. Voilà. Et concernant l'autre question, tout en un seul PDF, non. En fait, vous devrez mettre dans une… Donc, il y aura déjà demande de la lettre de motivation. Vous la scannez, vous la mettez. Ensuite, le CV tout seul. Les notes du bac jusqu'à tout ce que vous avez en un seul PDF. Donc, attention à ce qu'il ne soit pas trop lourd non plus. Et ensuite, tous les documents justifiant une expérience ensemble. Il faudra également une pièce d'identité, hein, recto verso si c'est la carte d'identité. Alors, il y a une autre question donc, de Jana dans le fil. Les conventions de stage effectuées pendant les années universitaires sont-elles également à joindre dans le dossier? Je comprends pas. Juste, Jana, c'est peut-être dans le cadre. Est-ce que c'est des stages qui ont été faits dans le cadre d'une licence pluridisciplinaire ou d'une licence de sciences de l'éduc ou des modules de pré-pro? Ouais. Je ne sais pas s'il y a une montant, en tout cas, où répondez dans le chat. SUFOM, c'est à Nanterre, ça. Ouais. C'est ça, c'est Nanterre, hein, le SUFOM. Elle est à Nanterre, je ne sais pas si elle peut parler, mais oui. Non, mais le SUFOM, c'est Nanterre. Oui. OK. Donc là, ici, non, la convention de stade, là-dessus, c'est pas très grave. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, vous détaillez ça justement dans le CV. En tout cas, vous expliquez donc dans le CV que quand vous avez fait une licence, quoi que ce soit, dans cette licence, il y avait des stages. Indiquez-moi combien de temps duraient ces stages et dans quel niveau de classe vous l'avez effectué. Ça, c'est important. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, voilà. Donc, vous nous avez expliqué que c'était un parcours en 2 ans. Oui. Et je voudrais savoir s'il était possible la première année de faire un autre master, mais qui parle de la psychologie de l'enfant et ensuite de bifurquer en master MEF 2. Je comprends ce que vous C'est dites. vraiment pas possible. Alors, pour l'instant, on n'a pas, la réponse. Je n'ai pas une réponse que je peux donner de manière affirmative ou négative pour l'instant. Là, la réforme se met en place actuellement. Ce qui est voulu par le ministère, c'est qu'il y ait vraiment des étudiants qui arrivent de M1 et qui montent de M1 MEF et qui montent en M2 MEF. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre de manière certaine que cette porte sera fermée. Voilà. Mais je ne dis pas qu'elle est ouverte non plus. Je suis désolé de donner cette réponse, mais on est là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour passer le concours, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit en Master MEF. Ça, c'est important de comprendre ça. Hein? C'est-à-dire que pour passer le concours, il faudra avoir un M1, quel qu'il soit, et être inscrit dans un M2, quel qu'il soit. Ça, c'est possible. D'accord, je vous remercie Vous comprenez, de votre ça, précision. c'est quelque chose qui est important. Hein. Donc, parce qu'en fait, ici, le concours, c'est un concours de la fonction publique. Il n'est pas réservé aux seuls étudiants issus du Master MEF. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes maman ou papa de 3 enfants, vous pouvez passer le concours sans condition de diplôme. Si vous êtes sportif de haut niveau, également. Hein. Mais donc là, ici, si vous êtes inscrit, donc inscrit en M2, c'est-à-dire que vous avez validé un M1, hein, évidemment, mais vous pouvez passer le concours. Alors maintenant, pour ce qui est de faire un M1 en psychologie, on va dire, d'enfant, quoi que ce soit, et ensuite bifurquer en M2 Master MEF, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Voilà, je préfère vous dire. Voilà. Merci en Alors, tout cas pour ces précisions. je vous remercie. Alors, Angélica, j'ai reçu un d'accord. Je vais madame envoyer les pièces que vous avez demandé de fournir. C'est dans direction ainsi que tout ma question suivante. Est-ce que je dois… Alors, Sandrine, je te laisse répondre à Angélica, qui est quelqu'un qui est issu de la formation continue d'Evry. Donc, toutes les personnes qui passent par la formation continue feront leur dossier avec la formation continue. Il ne sera pas nécessaire de passer par e-candidat. Et ensuite, on vous intégrera pour les inscriptions web où on fonctionnera papier, on verra, mais c'est prévu. Donc, vous ne passez pas par e-candidat, vous continuez votre dossier avec Madame Lessieux. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, la formation continue, parce que peut-être que certains d'entre vous sont concernés sans que vous le sachiez. Ou tu veux l'expliquer, Sandrine? Oui, ça me permet de boire un petit peu. Toutes les personnes qui ont arrêté leurs études de plus de 2 ans à compter du bac doivent impérativement passer par le service de la formation continue. On n'est plus en formation initiale. Que la formation soit financée par un employeur dans le cadre d'un congé de formation ou que ce soit un projet que vous êtes actuellement à Pôle emploi ou que voilà, vous voulez financer vous-même votre formation, vous souhaitez changer de parcours professionnel. Donc, vraiment, la formation continue. L'adresse mail, c'est simple, fc, comme formation continue, @univ-evry.fr. Merci. Alors, Nathanaël, concernant les mémoires, est-ce que l'on doit déjà avoir une idée de sujet où cela se fait au cours de l'année? Nathanaël, on va commencer doucement. On va commencer déjà par avoir la licence. On va commencer par faire acte de candidature ou quoi que ce soit. Mais bon, trêve de plaisanterie, non. Là, pour l'instant, ça, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure de l'année ou quoi que ce soit. On ne vous demande pas d'être dès le 2 septembre déjà avec votre idée de mémoire. On a du temps. C'est pour ça aussi que, justement, le mémoire, maintenant, se fait en 2 ans, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, Didar Alkan, bonjour. Quelle est la capacité d'accueil pour les M1? Je l'avais dit, mais je le redis. 150 pour Evry. Voilà, 150 places pour Evry. Ce qui correspond en fait à 5 groupes. Voilà.
Tu as loupé une question de la part de Mélanie, je crois. Voilà, Mélanie. Les stages dans les écoles doivent-ils être faits dans l'Académie de Versailles? Mélanie, c'était tout au début. Désolé, Mélanie. Les stages dans les écoles doivent-ils être faits dans l'Académie de Versailles? Alors, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, oui, les stages sont faits dans l'Académie de Versailles. Ça, c'est clair et net par rapport à ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui changent dans la marge, mais en tout cas, là, pour l'instant, je vous réponds oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi maintenant la possibilité, comme la formation s'effectue en 2 ans, il y aura la possibilité, mais ça se passe déjà actuellement, de faire sans doute des stages à l'étranger. Moi, alors cette année, non, évidemment, mais les années précédentes, j'avais des étudiants donc, qui sont allés faire des stages donc dans des écoles françaises, hein, souvent, évidemment, mais qui sont avec des universités partenaires. Donc, il y en a en Italie, il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a je sais plus, en Finlande aussi, etc. Donc, on a pas mal de choses par rapport à ça. Donc, les stages, vous pourrez aussi en faire ailleurs que dans l'Académie de Versailles, dans la mesure où donc, il y aura des mobilités Erasmus qui seront proposées. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question correctement, Mélanie? Oui, bon, voilà. Alors, oui, c'est parfait. Alors, on a Julie. Julie, il y a Maël. Maël, je n'ai pas compris pour le PDF des notes. Il doit contenir toutes les notes de la licence, bac ensemble, ou vous devez les différencier lors du dépôt. Sandrine? De bac à licence, hein, ou plus si vous avez déjà un master, par exemple. Un seul PDF où on retrouve toutes les notes depuis le bac. C'est aussi plus simple pour nous pour les consulter. Aussi. Et dans l'ordre, évidemment, s'il vous plaît. Oui, oui. Alors, Agathe, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pour les candidatures. Si jamais nous sommes pris à Évry, eh ben, vous restez à Évry, vous n'allez pas ailleurs. Nous devons donner une réponse sur 7 jours. Oui, mais certaines universités donnent les réponses qu'à partir du 17 mai. Je sais, ça, c'est mes camarades. Du 17 mai oui, il me semble que c'est Orsay qui fait ça. Alors, ici. Ouais, mais c'est très bien cette question. Alors, oui. Si, on va prendre votre cas, donc, Agathe. Par exemple, j'imagine que vous avez candidaté sur Orsay aussi. Je ne sais pas, parce que je sais qu'Orsay donne une réponse à partir du 17 mai. Bon. Oui, c'est ça. C'est et Versailles aussi. Ouais. Et UVSQ? Oui. D'accord. Il donne la réponse le 17 mai aussi, UVSQ, c'est ça? Après le 17 mai. Ça se termine le 17 mai et puis c'est 2 semaines après, je crois. Oui, enfin, le 30 mai, de mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Bon. Alors, ici, donc, dans votre situation, admettons donc, que vous déposiez votre dossier, donc vous envoyez le dossier à Évry le 10 avril, on vous répond le 14 avril, donc vous avez jusqu'au 21 avril à Évry pour donner votre avis favorable, en tout cas pour accepter l'avis favorable. D'accord? Mais entre-temps, Orsay n'a pas répondu, VSQ non plus. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous, dans un premier temps, dans ces 7 jours, vous avez Évry, vous dites oui à Évry. Même si ensuite, après, vous acceptez l'UVSQ ou Orsay. D'accord? Ce que l'on vous demande, je le redis, c'est qu'en fait, si jamais vous acceptez l'UVSQ et Orsay et que vous nous avez dit oui à nous, il faut absolument nous prévenir en disant « Ah, bah finalement, je vais à Orsay ou à l'UVSQ et donc je laisse ma place à quelqu'un d'autre à Évry. » Ça, c'est très important. Donc, dans votre cas, ici, de toute façon, il faut assurer le coup, entre guillemets, quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez ici, si vous avez un avis favorable, vous répondez dans les 7 jours obligatoirement. Sinon, vous perdez l'avis favorable. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. Oui, beaucoup plus. Merci beaucoup. Alors, Mélanie, Inès, bonjour. Si on reçoit une réponse favorable d'une des 3 académies, Créteil, Ivry, Versailles, mais qu'on attend une réponse d'une autre académie que celle-ci, que vont nous faire? C'est la même chose. La même chose. Là, en fait, c'est quelles que soient les académies où qu'elles se trouvent. Voilà, ça, vous pouvez tout à fait candidater à Marseille, Bordeaux ou Nantes, mais c'est la même chose.
Mais là encore, retenez tous bien ça, c'est-à-dire que dès que l'avis est favorable, il faut répondre dans les 7 jours. Oui. Même si vous attendez une réponse d'ailleurs, il faut répondre oui. Et après, vous vous désisterez si jamais la réponse favorable ailleurs vous est préférable. Ça, c'est important. On a une question de Julie plus haut que tu n'as pas vue. Ah bon? La- Je n'ai rien contre Oui. vous, Julie. Alors, dis-moi, dis-la-moi, s'il te plaît. La confirmation, une fois notre candidature acceptée par votre jury, se fait-elle sur e-candidat ou par mail? Eh ben, tu vois. Il me semble que c'est par mail, d'où l'importance de ne pas vous tromper sur votre adresse mail que vous enregistrerez sur e-candidat, puisque c'est vraiment 7 jours pour confirmer. Si au-delà de 7 jours, vous n'avez pas confirmé, votre l'avis favorable disparaît. Ouais, ça, c'est Donc- vraiment très, très important. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, Inès, c'est fait. Tania, bonjour. Concernant les admissions et les délais de réponse, comment cela se déroule-t-il si nous attendons une réponse positive de votre part? Mais en attendant, bon, ben, je pense qu'on a répondu. Là, on revient au même. Attendez, parce que je ne suis pas certain. Excusez-moi, je relis tout. Comment ça se déroule si si nous attendons une réponse positive de votre part, mais attendons en parallèle une autre réponse, comment agir? Devons-nous valider notre vœu à Évry sous peine? Ah ben oui, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Si vous ne validez pas le vœu favorable sous les 7 jours, vous le perdez. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, Fanny, pour le diplôme du bac, nous devons vous transmettre seulement les notes du bac ou également le relevé de notes de l'année du bac? Non, les notes du bac. Juste les notes du bac, ça suffira. Julie, comment vous prévient-on pour un éventuel désistement? Téléphone, mail. Mail, Sandrine? Mail. Mail. Oui, mail, parce que ça On nous veut de permet l'écrit. d'avoir un écrit. On veut de l'écrit, vous savez. Élise, est-ce que toutes les universités de Versailles font tous leurs cours en présentiel ou bien cela concerne que celle d'Evry? Je comprends à moitié la question. Alors, tous les cours sont en présentiel, partout. On ne va pas parler de ce qui se passe depuis un an, hein. Mais tous les cours, dans tous les sites, sont en présentiel. Il n'y a pas de cours à distance. Ça, c'est une chose très importante. Mais sur l'université de Cergy propose, il y a un site d'enseignement à distance, EAD. Donc là, je vous recommande d'aller sur le site de l'INSPE de l'Académie de Versailles. Et il y a un site EAD qui est un site web propre qui vous explique tout ça. Et eux, évidemment, c'est du distanciel. Mais sinon, sur tous les autres sites, donc Évry, Orsay, Nanterre, UVSQ, Cergy, Antony, etc., c'est du présentiel et que du présentiel. Alors, Julie, parfait beaucoup. Alors, Clara, comment allez-vous départager les candidats qui souhaitent obtenir l'offre de stage contractuel? Alors, j'ai proposé aux collègues une course en sac autour de la fac, mais ça ne marche pas. Donc, trêve de plaisanterie, c'est un sujet sérieux. Ça, je comprends très bien, Clara. Là, pour l'instant, avant de répondre à cette question, c'est de savoir combien de contrats va nous proposer le rectorat. C'est déjà cette première chose-là. Voilà. Par rapport à ça, après, on pourra déjà avoir une idée des choses, quoi que ce soit. Et ensuite, après, aussi, voir combien il y aura d'étudiants qui seront intéressés par ce dispositif. Voilà. Et après, de toute façon, ça, c'est aussi des négociations avec le rectorat, parce que c'est le rectorat qui va vous recruter. Ce n'est pas l'INSPE assiste à ça, mais c'est le rectorat qui vous recrute. Et en fait, vous signerez un contrat donc avec en tête du rectorat. Ce n'est pas l'INSPE. Qu'on soit bien clair par rapport à ça. Là, vous serez un employé de l'éducation nationale pendant ces 12 mois. Mais pour maintenant les critères, savoir s'il y a trop, je comprends bien votre interrogation, elle est tout à fait légitime. S'il y a plus d'étudiants que de contrats, oui, c'est vrai qu'il faudra faire un tri, mais pour l'instant, on attend de voir la situation, mais il y aura des critères qui sont établis et qui ne sont pas établis pour l'instant. Voilà. C'est une réponse peut-être à moitié satisfaisante, mais je ne peux pas être plus transparent que ça à l'heure qu'il est. Voilà.
Bonjour, est-ce que la hiérarchie des vœux est un critère très important lorsque vous choisissez les candidats? Alors, Maëva, je vais être très clair avec vous, par expérience. La hiérarchie des vœux, il y a aussi un jeu, en tout cas une stratégie de votre part. C'est-à-dire que si jamais vous inscrivez, je vais reprendre mon exemple, vous faites une demande à Orsay, à Créteil et à Évry. Alors, je ne sais pas si Orsay demande une hiérarchie des vœux. Enfin, bon, peut-être, peu importe, on va dire que oui. Vous allez mettre évidemment votre hiérarchie des vœux en un partout pour être sûr de l'avoir. Voilà. Bon, nous, ça nous donne une idée simplement des choses, un petit peu. On regarde aussi, pour être clair, on regarde aussi votre domicile ou quoi que ce soit dans l'étude du dossier. Si vous habitez à côté de Nanterre, que vous avez fait vos études à Nanterre, etc. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pénalisant. Voilà, qu'on soit clair par rapport à ça. Ce n'est pas pénalisant. Si vous mettez Évry en 2 ou en 3, moi, chaque année, j'ai pris évidemment des étudiants qui avaient mis Évry en 2 ou en 3. Donc, ce n'est pas pénalisant. Voilà. C'est juste un peu éclairant pour nous. Voilà. D'accord, monsieur, je me permets d'intervenir comme ça pour aller plus Vous avez vite. bien fait, bien fait. Et du coup, j'ai peut-être pas très bien compris, mais vous dites qu'on va mettre en vœu numéro 1 dans notre hiérarchie chaque université à laquelle on va postuler? Mais non, non, mais je sais très bien que des étudiants font ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Ah oui, d'accord. Avec l'expérience, je connais un petit peu les stratégies des étudiants. Hein, parce que moi, je ne vais pas aller voir ce que vous avez mis sur Orsay et je ne vais pas aller voir ce que vous avez mis sur Créteil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être que je vous ai donné une idée à laquelle vous n'y avez pas pensé, c'est ça? Oui, non, j'avais pas pensé à ça. C'est bien, vous êtes honnête. Alors, Nadia, pour justifier d'une expérience en babysitting, ça vous le mettez dans votre CV, ça ne suffira, c'est pas la peine. Alors après, ça dépend quelle forme de babysitting c'est. Si c'est vous vous êtes occupé d'enfants et que en plus ça a donné lieu peut-être à une aide aux devoirs ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Voilà, mais au moins dans le CV. Alors, Bérénice, pouvons-nous intégrer tous les masters en étant AED, sachant que nous devons être 8 heures par semaine en classe? Oui, ça, je connais bien les AED. Eh bien, Bérénice, je ne peux vous répondre que pour le master MEF que je dirige. Là, j'ai du mal. Évidemment, vous, ça demande un aménagement d'emploi du temps. Nous, dans le cas qui est prévu, nous, on aura un DMA AED l'an prochain. Fatalement, on aura des MA AED. Et bien évidemment, on est là encore pour parler avec le rectorat pour que les choses soient plutôt annualisées ou quoi que ce soit. Mais pour les autres masters, je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre. Alors, je ne sais pas si vous parlez des autres masters MEF ou MEF2, mais en tout cas, sur les autres masters autres que MEF, je ne sais pas. Clara Médard, bonjour, l'aide de motivation, combien de pages attendez-vous? L'aide de motivation, 2 pages maximum, ça suffira largement. Voilà, donc 3, mais 2 pages maximum, ça suffit. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Léonie, pour les AED, avez-vous des renseignements? Voilà, c'est ce que je viens d'y répondre à l'instant. C'est-à-dire que vous, il n'y a pas de souci, les AED, hein, vous intégrerez le Master MEF1. Mais pour l'instant, on est en train justement de voir avec le rectorat comment on va pouvoir vous libérer pour les 8 ou 9 heures que vous avez à faire issues de votre contrat. Voilà. Alors, oui, Bérénice, donc est-ce que tous les masters MEF de l'Académie de Versailles acceptent les AED? Ah bah oui, là, oui, évidemment, puisque c'était quelque chose qui était vraiment dans le dispositif qui était prévu donc, depuis le L2, c'est ça. Donc, dans tous les masters MEF, il y aura la possibilité pour ceux qui seront M1 AED, donc d'être dans le master MEF, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je posais cette question parce que j'avais entendu dire que dans certains masters, ils n'acceptaient pas notre profil AED. Ouais, c'est ce que je vous dis. Désolé, mais là, je ne connais pas les autres masters. Mais là, je vois que Léonie Cholet, qui est également AED. Vous êtes AED, Léonie? Oui, je suis AED et je viens de relire le contrat très bien. AED et c'est bien stipulé pour la 3e année en pré-professionnalisation dès lors que l'on justifie d'une inscription en première année au Master MEF. Ah, très bien, d'accord.
Ok, bah ça c'est une information que je ne connaissais pas, donc ouais, c'est important. Très très bien. Merci beaucoup, Léonie. Tania, Jérémy, avez-vous des renseignements sur ceux qui sont embauchés en lycée? Faites 19 heures semaine en lycée, mais est-ce que c'est un contrat d'AED? C'est un contrat d'AED que vous avez commencé en L2? C'est avec le nouveau dispositif AED où c'était un contrat sur 3 ans que vous avez, ou c'est un autre type de contrat? Alors, je réponds comme ça pour que ce soit plus pratique. Non, Allez-y, c'est un allez-y. contrat. C'était d'abord un job étudiant, donc à part, et Ah. c'est pas du tout passé avec l'université à la base. Oui, d'accord. Donc oui, mais ça veut dire que là, après, ça, hélas, c'est quelque chose que vous ne pourrez plus vraiment faire après en Master F1. D'accord, Voilà. merci. Voilà. Ou à moins après de choisir le régime dérogataire, donc d'étudiants en contrôle terminal. D'accord, c'est noté, merci. Là, il faut simplement justifier d'un contrat de travail avec un certain nombre d'heures hebdomadaires et vous n'avez pas obligation de suivre les cours. Voilà. D'accord, merci Alors, beaucoup. je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une autre encore pour les AED. Est-ce que par principe, ça serait compatible avec le stage contractuel, sachant qu'on est déjà contractuel de l'éducation nationale? Je sais. Ça aussi, c'est un cas de figure qu'on a évidemment anticipé, que l'on a soumis déjà au rectorat, parce que là, en fait, ici, vous l'avez bien compris, dans ce qui est prévu, là, il y aurait une superposition dans les contrats. C'est-à-dire que vous terminez votre contrat en août 2022, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui. Ouais. Et là, les contrats qui seraient proposés donc, pour les étudiants contractuels débuteraient en mars 2022. Donc, ça voudrait dire que, de facto, vous seriez barré pour ces contrats-là. Donc, ça, on a déjà, évidemment, alerté le rectorat là-dessus et on attend une réponse pour l'instant. Mais le cas de figure est envisagé et le rectorat a tout en main pour solutionner. Oui, Garance, allô? D'accord, merci, pardon, je transmets à d'autres en même temps. Ah, parce que vous faites le relais sur… Oui. Y Oui, a Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Concernant les postes qui sont proposés, les chiffres que vous avez donnés correspondent-ils à tous les postes au sens tous les concours ou Les chiffres que j'ai donnés sur le tableau, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah, je comprends, oui. Vous voulez parler donc… là, Est-ce qu'il y a des concours différents? c'est les concours externes. D'accord. Parce qu'en fait, ici, pour être clair, vous avez le principal concours où il y a le plus de postes, c'est le concours externe, c'est-à-dire ouvert à tout le monde. Mais après, vous avez aussi des concours, ce qu'on appelle internes, c'est-à-dire que si vous êtes déjà, par exemple, enseignant ou quoi que ce soit, donc là, ça peut être autre chose, ou dans la fonction publique, et vous avez aussi ce qu'on appelle le troisième concours, où là, si vous justifiez d'une ancienneté professionnelle de 5 ans, vous pouvez passer ces concours-là. Voilà. Mais ce sont des concours où il y a beaucoup moins de place. D'accord. Ok. Mais là, après… Oui, allez-y. Pour mon cas personnel, moi, je travaille dans le privé, je ne suis pas du tout enseignante. Hein, donc, oui, mais ça, c'est dans le cadre d'une reconversion. Oui, j'ai ce profil-là, tout à fait. Mais là, pour l'instant, ça veut dire qu'ici, vous, déjà, ça veut dire qu'il faudrait passer par le service de formation continue. D'accord, oui. Puisque là, vous êtes considéré en reprise d'études. Oui, oui, oui. Donc ça déjà, la porte d'entrée, c'est ça. Ça, c'est déjà excessivement important. Et ensuite, après, donc, ils vous transmettront justement toutes les infos par rapport à ça. Je vous propose de me contacter par mail, Marie-Hélène, parce que voilà, il y a d'autres propositions pour vous qui peuvent être faites. Puisque donc vous avez au moins 5 ans dans le privé, c'est ça? Oui, bah, il y a le troisième concours, ce que j'ai dit. Voilà, donc vous pourriez passer le concours dès l'année prochaine. Donc contactez-moi par mail et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous téléphonique et je vous explique tout. D'accord, très bien, merci. Alors, et c'est valable pour tous les autres, hein, évidemment, on peut me contacter. Donc, Madame Marc est une source sûre. Vous avez aussi, je vous le redis, c'est parce que Madame Marc ne peut pas toujours répondre au téléphone, elle a aussi beaucoup de travail par ailleurs. Vous avez aussi donc le site devenirenseignant.gouv, je vous le dis là-dessus, qui est plutôt bien fait quand même par rapport à ça.
et qui vous explique aussi pas mal de choses par rapport au profil que vous avez. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions, demandes ou remarques? Madame Marc, excusez-moi, c'est toujours Marie-Hélène. Je vous contacte sur quoi? Sur quelle Sur master-mef. Celle qui est affichée. Ah, d'accord, sur cette adresse-là. Ouais. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Rapidement, j'avais vu qu'il y a une réunion demain soir à 18h. C'est la même réunion que ce soir? Alors, c'est pas demain soir, c'est jeudi soir. Ah oui, pardon, 1er avril, oui. C'est jeudi, oui, parce que dans un premier temps, elle avait été annoncée par erreur le mercredi 1er avril, mais enfin, c'est bien le jeudi 1er avril à 18h. Non, c'est la même réunion d'information. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a une question d'Élise. Élise, étant étudiante en licence de langue orientale, suis-je la bienvenue en master? Oui. Déjà, ici, ce qu'il faut. Vous êtes c'est à l'INALCO ou pas? Non? À l'INALCO? Oui. Donc, oui, bah, évidemment. Non, là, ici, déjà, dès que vous avez une licence ou quoi que ce soit, c'est pas qu'on accepte n'importe quelle licence, on ne va pas le dire comme ça. Hein. Déjà, l'idée, c'est d'avoir une licence. Bon. Ça, après, il va y avoir des licences qui sont, entre guillemets, plus appropriées, c'est-à-dire des licences donc, qui vont, comment dirais-je, être des licences qui concernent une discipline d'enseignement à l'école primaire. Oh my God. Donc, par exemple, une licence d'histoire, une licence de français, une licence d'anglais, etc. Mais vous, à l'INALCO, j'imagine que vous faites d'autres langues. Qu'est-ce que vous faites comme langue? Une langue arabe. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses en même temps? Non? Vous n'avez pas d'autres, des mineurs ou quoi que ce soit? Voilà. Bon, après, ici, mais là, bien évidemment, de toute façon, vous pouvez candidater, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est-à-dire que là, ici, vous avez une licence, vous êtes intéressé par ça, etc. Donc, vous avez toute légitimité, d'accord, pour candidater. Donc là, ne vous coupez pas les ailes parce que vous dites que vous êtes en langue d'eau. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres remarques? Non? Bon. Sandrine, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Il n'y a pas de petites questions, donc je répondrai à toutes les questions que je recevrai sur master-mef@univ-ivry.fr. Je ne réponds pas forcément dans les 3 minutes, mais je répondrai. Voilà. Voilà. Excusez-moi, j'avais encore une petite question qui m'est venue à l'esprit. Les stages, qu'ils soient contractuels ou d'observation, ils s'arrêtent au semestre d'université ou en juillet, quand c'est par exemple pour le S2? Ah, au S2, non. Au S2, de toute façon, à la fin du S2, vous avez les examens. Donc, le mois de juin, de toute façon, là, il n'y a pas de stage ou quoi que ce soit. D'accord, merci. Voilà. D'autres questions ou d'autres demandes? Oui, Maëva. Maëva, qui est le responsable du Master MEF 1 pour adresser à elle? Oh, vous mettez monsieur le responsable du Master MEF 1, ça ira. Ou madame, comme vous, non. C'est pas grave, mais pas de. C'est pas la peine de nommer quelqu'un. Adressez-vous plutôt à la personne qui a la fonction. Voilà. D'autres demandes? Non? Bon, j'ai l'impression qu'on a été assez complet. Vous avez été quand même nombreux également. Donc, j'en suis ravi. Je serais ravi avec Madame Marc, de vous revoir, hein, tous. Et puis, j'insiste encore une dernière fois, n'hésitez pas
n'hésitez absolument pas donc à revenir vers nous donc avec le mail qui est indiqué à l'écran pour toute demande, quelle qu'elle soit. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis bon courage pour la fin de cette année et en espérant vous revoir l'année prochaine, le 2 septembre. Voilà. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Si, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On débrief, Sandrine, vite fait, 3 minutes. Tu arrêtes l'enregistrement? Oui, oui, mais on va débriefer. Normalement, l'enregistrement, il est... Non, on va arrêter.